Alors, dans un article de Reporter que vous aviez publié dans Reporter, qui date du 12 novembre 2014, vous aviez titré cet article comme si la guerre était déclarée aux utopies. Alors, le dernier thème justement que je voudrais aborder avec vous, c'est celui des utopies. Dans cet article qui réagissait notamment à la mort de Rémi Fraisse et qui posait cet événement tragique comme un point de rupture justement, comme si le renoncement aux utopies en tout cas était un des points de fracture de la société entre deux visions du monde radicalement différentes et opposées. C'était il y a presque 3 ans, oui il y a même 3 ans. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette rupture? Eh bien, disons que ce que j'ai écrit il y a 3 ans, à propos de cette tragédie qui a abouti à la mort de Rémi Fraisse, ne s'applique peut-être pas autant aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que vous voyez bien que les utopies sont en train de fleurir un peu partout. C'est le dernier numéro, la page idée du Monde, qui est consacrée aux utopies. Cette semaine. D'accord. Et c'est toute la question autour qui a été popularisée par cet intellectuel américain qui s'appelle Olin Wright, qui a écrit Le Monde des possibles et qui parle des utopies concrètes. Or, le mot utopie concrète, c'est devenu une sorte de mot passe-partout dans l'univers de la gauche alternative et de l'écologie. Oui, vous voyez bien qu'il y a des utopies concrètes qui sont en train de se créer un petit peu partout, que ça passe du libre au hackerspace et toutes les initiatives d'économie collaborative, de partage et tout ce qui est communauté, tout ce qui est d'ailleurs médias indépendants, tout ça, ça participe d'une même utopie concrète. Je l'avais montré avec le réalisateur avec lequel j'ai l'habitude de travailler, avec Philippe Borel, dans un documentaire pour Arte qui a été diffusé en 2014, je crois qu'il s'appelait L'urgence de ralentir, où Philippe avait fait un petit peu le tour du monde, en quelque sorte, de ces utopies concrètes. Elles sont à l'œuvre, et elles gagnent de plus en plus de terrain. Maintenant, la question, elle est, est-ce que, et si l'on s'inscrit dans la ligne fixée par Wright, qui lui est de culture marxiste d'ailleurs, il s'inscrit dans ce qu'il appelle le post-capitalisme. Donc ces utopies concrètes, elles sont là pour assumer le post-capitalisme. Le dépassement. Donc c'est le dépassement. Ça veut dire qu'on s'infiltre dans les failles du capitalisme pour essayer de le transformer. C'est une stratégie qui prendra beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Et toute la question, elle est de savoir justement si la somme de ces utopies concrètes un peu éparpillées façon puzzle, ça réussira à transformer le monde. Alors, il y a ceux qui le pensent comme Wright, il y a ceux qui sont un peu plus pessimistes, comme le sociologue allemand Hartmut Rosa, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'accélération, où il explique que plus on cherche à aller vite, en fait on est comme des hamsters et on fait du surplace. Il appelle ça la modernité tardive. Mais il faut évidemment, les utopies, c'est le père fondateur des utopies, c'est Thomas More, avec Utopia. Mais ça reste toujours pertinent, la question de l'utopie. Vous avez des utopies dans tous les sens. Vous avez des utopies qui ont pour objectif de cultiver les communs, de mettre en commun ce qui est universel. Et puis vous avez des utopies qui sont comme celles des libertariens, qui rêvent de construire des îles, des villes autonomes, des îles autonomes au-delà des eaux territoriales pour n'avoir de compte à rendre à aucun État. Est-ce que c'est pas, donc voilà, les utopies, elles sont il y a des utopies libérales et ultra-libérales, et puis il y a des utopies qu'on considérera comme, on va dire, comme collectives. Est-ce que c'est pas un danger justement pour une sensibilité de gauche aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure de s'infiltrer dans les failles du capitalisme. On en a vu beaucoup qui ont essayé de s'infiltrer et puis qui s'y sont perdus, qui s'y sont endormis. On a vu beaucoup qui ont essayé de renverser le capitalisme et qui ont promis l'avenir radieux, et c'est des cauchemars. D'accord, mais donc quel est le finalement je pense que c'est toutes les théories dites de la dispersion. Donc vous avez des gens qui aujourd'hui vous disent il faut être partout, sans revendiquer le pouvoir, mais c'est ce qui contribuera à le transformer. Ceux qui vous disent qu'il faut s'infiltrer dans les failles et à terme accéder au pouvoir pour le transformer.
Est-ce que Nicolas Hulot, est-ce qu'il s'infiltre dans une faille là? Je ne sais pas, je pense que c'est très difficile d'être le seul écologiste d'un gouvernement qui ne l'est pas. Et l'histoire récente a montré que tous les ministres de l'écologie qui se sont succédés dans des gouvernements, y compris de gauche, qui n'étaient pas écolos, ont échoué. Bon, moi, je suis pas, je jette pas le manche après la cognée. J'espère que Nicolas Hulot pourra faire avancer un certain nombre de projets, mais il est quand même, comme il le dit très bien d'ailleurs, il dit je suis là pour gérer la complexité. Ben, je crains que cette complexité ne le dépasse à un moment. La pensée complexe du président, sans Oui, doute. oui. Est-ce que, quand il dit par exemple, donc on peut comprendre, on peut voir sa stratégie lorsqu'il renonce sur certains points purement écologiques, en disant il y a le réalisme, il y a etc. Mais par exemple, quand il prend position au sujet de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, donc son positionnement par rapport à l'aéroport a toujours été clair, encore aujourd'hui, même s'il n'en fait plus peut-être un point de rupture potentiellement. Et je pense qu'il n'a rien négocié avec le président. On pensait qu'il avait négocié au moins Notre-Dame-des-Landes, mais je pense qu'il n'a rien négocié. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète peut-être plus, c'est son positionnement par rapport au reste de Notre-Dame-des-Landes. Parce que vous connaissez, j'imagine bien J'y suis allé plusieurs fois. Voilà. Sûr, oui. Donc il y a l'aspect écologique, environnemental, protéger une zone humide, s'opposer à la bétonisation avec l'aéroport. Et depuis, il y a autre chose, c'est-à-dire un projet de société. Et lui dit il y a un problème d'ordre. Il y a un problème d'ordre. Oui, mais il est ministre d'État. Vous ne pouvez pas lui demander de dire autre chose. Donc, de ne rien dire peut-être. Il aurait peut-être mieux fait de rien dire. Oui. Mais parce que là, pour le coup, il prend une position. Il prend une position officielle, une position de quelqu'un qui représente l'État. Quand vous représentez l'État, forcément, vous êtes du côté de l'ordre, y compris d'ailleurs de la violence d'État. Et ça va être compliqué à gérer si d'aventure Notre-Dame-des-Landes se fait. Parce que ce président a quand même pas mal d'amis chez les bétonneurs qui ont des intérêts à Notre-Dame-des-Landes. Et si on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, il faudra leur payer très cher les intérêts de délit. Et de toute façon, même si l'aéroport ne se fait pas, il va s'y passer quelque chose. Est-ce que vous croyez une seconde que le président Macron puisse laisser comme ça une zone... Vous savez, aucun gouvernement, tous les gouvernements qui se sont succédés face aux zadistes sont complètement paumés. Ils ne savent pas comment gérer ça. Oui. Ils ne savent pas comment le gérer. À l'issue après la mort tragique de Rémi Fraisse, j'étais allé avec Cécile Duflot une semaine avant sa mort et j'avais prévenu le préfet, après être allé sur place, que si il ne portait pas plus d'attention à ceux qui étaient sur le terrain, il pouvait se passer des choses. Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé une semaine après. Et après la mort de Rémi Fraisse, nous étions encore un groupe écologiste à l'Assemblée, nous n'avions pas tout cassé. Nous avions demandé une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre, puisqu'il était impossible de la demander sur les conditions de la mort de Rémi Fraisse à cause de la procédure judiciaire. Et j'ai présidé cette commission parce que le groupe PS avait refusé que j'en sois rapporteur. Je sentais trop le souffle pour eux. Mais j'ai été sidéré de voir que la plupart des commissaires qui avaient été désignés par les groupes politiques voyaient les zadistes comme des ennemis de la République. Enfin, c'était pour eux le nouveau diable. Et d'ailleurs, le rapport qui a été rédigé par le rapporteur, j'ai voté contre ce rapport, ce qui est extrêmement rare dans une commission d'enquête parlementaire, et m'a accompagné dans ce vote négatif. Nous n'étions que 2 sur 30 à voter contre, Marie-Georges Buffet. Mais l'idée, c'était de dire comment adapter le maintien de l'ordre au droit de manifester et à la liberté d'expression. Et c'est devenu comment adapter à la liberté d'expression et le droit de manifester au maintien de l'ordre. Vous aviez dans ce rapport déjà les principes posés du changement de doctrine de maintien de l'ordre dans ce pays. Voilà. Avec le passage de l'état d'urgence, pratiquement, dans l'état de droit. L'état d'urgence était déjà voté. Oui. Quand on a fait ça. Enfin, l'état d'urgence a été voté 1 an après, oui. Est-ce que, donc on parle d'utopie, est-ce que ce sont des poches d'utopie, des poches d'espoir et des poches d'expérimentation, justement, ces lieux, ces ZAD, ces lieux bien que sûr, les gens se réapproprient? Il s'y passe plein de choses, oui, bien sûr, mais ce n'est que la répétition de ce qui existait après 68 avec les communautés. C'est différent aujourd'hui, mais c'est la même inspiration. Et bien sûr que ce sont des lieux
très fort d'utopie. Évidemment, évidemment. Dans le dernier, enfin dans la convention de la France Insoumise, il y a eu quelque chose qui moi m'a beaucoup intéressé, ça a été l'intégration de la diversité dans un mouvement politique. Le fait de, parce que ça revient un petit peu à ce que vous exprimiez il y a quelques minutes, lorsqu'on parlait de différentes façons finalement de s'infiltrer ou de contourner ou par rapport au capitalisme pour essayer d'en venir à bout. Cette diversité, elle est importante justement, elle est nouvelle peut-être, enfin en tout cas en politique, le fait d'intégrer dans un mouvement politique majeur, le fait que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, que tout le monde ne milite pas de la même façon. Ça devrait être le principe d'un parti politique, oui. Les partis politiques, malheureusement, ont tendance à rester assez monolithiques. Et ils sont d'ailleurs, les uns comme les autres, plutôt sélectifs. Ils écartent prioritairement ceux qui viennent, comme on dit, de la diversité. C'est vrai, c'est une réalité. Ils sont majoritairement blancs, enfin bon... on voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais on ne réussira à faire que lorsqu'on aura permis à ceux qui aujourd'hui sont à côté de se sentir pleinement associés à la communauté de destin. On n'en prend pas le chemin, malheureusement. Comment faire ça? Est-ce que par exemple, je sais pas, moi, quand je vois ces discussions sans fin sur l'identité, qui ne sont rien d'autre qu'une assignation de certains Français à leur religion ou à leur origine, je trouve ça accablant. Et quand par exemple on fait tout un plat sur des mamans voilées qui viennent chercher leurs enfants à l'école pour soi-disant interdire ça, mais est-ce que leurs petits qui voient tout ça tireront une certaine fierté d'être français? C'est quand même compliqué, le droit de vote des étrangers. Enfin, c'est moi qui l'ai défendu à l'Assemblée nationale en 2000. Promesse de 81. Des étrangers non communautaires. Ça rejaillit sur les enfants et les petits-enfants. On vous donne le sentiment de ne pas être à part entière dans la République. Et avec ce côté absolument indécent, selon lequel pour désigner, pour établir le nombre de conseillers municipaux dans une commune, on compte tous les habitants, y compris ceux à qui on interdit le droit de vote. Bon, voilà, faut arrêter ça. Qui porte ça aujourd'hui, ce genre de revendication? Nous, voilà. Et vous avez, dans ce même article, non, ou dans un autre, je ne sais plus, vous avez dit la lutte des classes est finie. Ah non, vous disiez ça dans votre entretien Un Regard la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Oui, depuis qu'on a abandonné la lutte des classes. Donc c'est fini la lutte des classes. Disons que c'est plus la lutte des classes telle que l'a présentée le marxisme traditionnel. La lutte des classes n'est pas terminée sans doute, mais on n'est plus dans cette perspective. Et c'est vrai que la gauche a failli quand elle a abandonné la question de la lutte des classes, et qu'elle ne l'a pas substitué la réalité d'aujourd'hui, qui est celle du précariat. Et elle ne s'est pas intéressée au précariat. Alors la réalité d'aujourd'hui, le vrai poison d'aujourd'hui, c'est le précariat. Comment précariser les gens, mais pas le précariat simplement par rapport au travail. C'est le précariat par rapport à la santé, à l'environnement. On se sent vulnérable d'une manière massive, et sur tous les sujets. Et c'est plus simplement la vulnérabilité par rapport à son travail, c'est par rapport à sa famille, avec ce tournant historique majeur selon lequel nous parents, nous ne savons pas si nos enfants vont vivre plus mal que nous, mais toutes les générations qui nous ont précédés se sont saignées aux 80 pour qu'on vive mieux. Et c'est vrai qu'on vit mieux que nos parents. Là, il y a un basculement. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Est-ce que c'est ce vide justement de lutte des classes qui amène aujourd'hui sur des replis identitaires ou communautaires, parce que justement il faut qu'il y ait un autre, il faut désigner un autre? Je ne sais pas si c'est le refus de la lutte des classes, c'est surtout la vacuité, en tout cas la faiblesse des partis politiques qui ne sont plus capables d'être aussi des outils de structuration idéologique. Et donc quand il n'y a pas ces références, puis il y a aussi l'abandon, la faiblesse de l'Église catholique, par exemple, qui était un outil, qui était aussi un structurant, oui. Voilà, donc qui est remplacé petit à petit par les évangéliques d'ailleurs, qui sont plus sexy en termes de pratique. Mais effectivement, quand il n'y a plus de référence, quand on a des familles déstructurées, qu'est-ce qu'on fait? On se replie vers ce qui nous semble... C'est un refuge. Les religions sont un refuge. Et toutes ces formes d'intégrisme sont des refuges.
Vous évoquez comme référence dans les années 70 l'an 1, qui était un peu un... Oui, de GB, voilà. L'an 01. L'an 01, oui. Et vous évoquez Demain comme étant peut-être son équivalent en 2015. Oui, alors Demain, c'est un film très intéressant. C'est un peu le monde des bisounours aussi. C'est un peu ça, oui. Voilà, donc, en tout cas, voilà, accessible. Voilà, non, à j'ai surtout certaine... dit, je parlais de l'an 01 Demain, mais je pense qu'en fait, ces utopies concrètes, c'est à la fois Nuit debout et Demain. Voilà, c'est un mélange des deux. Et ce serait génial si on arrivait à les rapprocher, à en faire une utopie concrète. Oui, parce que demain donne des perspectives, mais désigne pas finalement de... J'avais cet échange avec François Ruffin qui ne désigne pas d'adversaire finalement. Oui, en disant, voilà, c'est pour ça que ça a eu du succès. Les gens n'aiment pas avoir un adversaire. Oui, ils aiment bien rêver d'un monde formidable, où tout le monde serait frères et sœurs. Et donc comment est-ce qu'on remobilise les gens à une certaine forme de lutte? Comment on les mobilise? En se rapprochant d'eux, en prenant le temps de leur expliquer encore. C'est la seule voie possible. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'avec un certain nombre de vos idées, enfin des idées écologistes qui sont reprises justement dans les deux mouvements que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y a encore la nécessité d'une force politique strictement écologiste, ou est-ce qu'elle est maintenant incarnée par différents... Je pense que les écologistes seuls n'arriveront pas, c'est ce que j'ai dit à la tribune de Génération, les écologistes seuls n'arriveront pas à se refonder d'abord et à apporter les réponses. Donc dans la mesure où maintenant dans la gauche dite traditionnelle, héritée du marxisme, il y a des hommes et des groupes qui ont intégré la problématique de l'écologie, il faut travailler avec eux. Voilà. On n'apporte pas de réponse tout seul, de toute façon. Et donc vous dites qu'aujourd'hui, ce sera peut-être le mot de la fin, en tout cas, vous dites que votre rôle aujourd'hui, c'est d'être une passerelle entre ces univers-là. Oui, vous savez, je suis très conscient de ce que lorsqu'on n'est plus en vitrine, on ne vient pas forcément vous chercher. Donc je suis disponible si on me le demande. Si on ne me le demande pas, je resterai un spectateur attentif. Et justement, vous avez renoncé... vous avez souvent, plusieurs fois en tout cas, renoncé à des positions ou à des défis électoraux. En 2007, l'occasion s'était présentée à nouveau à vous, et puis vous n'avez pas estimé... Non, j'ai estimé, non, puisque Dominique Voynet voulait être candidate, elle a été candidate. Et vous estimez que c'est important le fait de savoir... ça matin, midi et soir. C'est ça, de laisser sa place, ou de ne pas aspirer nécessairement à être... Oui, je n'ai pas... J'ai jamais rêvé d'être président de la République. J'ai considéré comme un cadeau extraordinaire de pouvoir porter les idées de ma famille politique et notre projet de société devant les Français. C'est un cadeau génial. J'ai eu un cadeau, j'en avais pas besoin de deux. Quand vous dites que la politique c'est une drogue dure, c'est quelle partie de la politique? C'est l'exaltation de participer à quelque chose de collectif, c'est une drogue dure parce que vous êtes toujours en représentation, toujours sollicité, toujours en scène. Toujours sur le regard des autres. Moi, ça fait 40 ans que je suis sur le regard des autres entre la télé et la politique. Donc, je me suis préparé à en sortir. C'est un travail de mûrissement que je pense avoir réussi, puisque pour l'instant, je ne déprime pas, donc tout va bien. Voilà, mais oui, c'est une drogue dure, la politique. Oui, bien sûr. Et vous croyez à la nécessité, et même si c'est difficile à imaginer, mais d'avoir une vocation politique qui ne soit plus une carrière, mais qui soit un moment de la vie qui s'intègre dans une... Moi, si vous voulez, j'ai eu une carrière de journaliste avant d'être un homme politique. J'ai passé finalement autant de temps en politique que dans le journalisme. Mais donc vous aviez eu un avant? Oui, j'espère qu'il y aura un après. Mais oui, c'est vrai que beaucoup d'hommes et de femmes, moins de femmes, font de la politique leur métier, oui. Vous pensez que nous ne sommes pas le seul pays dans lequel ça se passe. Oui, Vous sûr. avez aux États-Unis des sénateurs qui sont là depuis 40 ans. Oui. Je pense pas que ce soit... si vous voulez, ça ne facilite pas la représentation de tous. Le personnel politique français n'est pas le reflet de la diversité sociale de ce pays. Donc, de ce point de vue, d'ailleurs, ce qui a été proposé par Macron peut aller dans ce sens-là.
de favoriser un peu plus la représentation, la diversité sociale. Et donc, au moment de conclure, vous tournez, vous, la page d'une phase très active de votre vie politique pour passer à autre chose. Vous abordez cette phase-là avec, alors pas forcément ce qui vous concerne personnellement, hein, mais en voyant l'évolution de la société et du monde avec un regard plutôt optimiste ou plutôt... Je reste curieux, évidemment, curieux des autres et curieux du monde, ce qui est la première vertu d'un journaliste, mais aussi, à mon avis, d'un politique. Bien sûr que je sais que, comme l'a écrit Jean-Pierre Dupuis dans son Catastrophisme éclairé, la catastrophe peut arriver, que nous sommes menacés par l'effondrement, comme l'a très bien écrit Pablo Servigné ou Jared Diamond, qu'il y a de gros risques, hein, mais que les hommes ne sont pas suicidaires, en tout cas je l'espère. Donc si je pensais pas, si j'avais pas un peu de foi dans l'homme et dans l'espèce humaine, je me flânerais. Voilà. Donc c'est pas le cas. C'est pas en projet, donc non, pas pour l'instant. D'accord. En tout cas, merci Noël Mamère. C'est moi qui vous remercie.